Bonsoir à vous quatre et bienvenue dans Expérience Croisée. Pour ce troisième talk show de la Cité du Logiciel, toujours en direct et toujours en public, nous nous retrouvons dans les locaux de la boîte à Marseille pour débattre et évoquer vos retours d'expérience, vos démarches sur les modèles de commercialisation SaaS. Alors, les démarches au sens le plus large du terme, puisqu'en fait ce soir, l'objectif est d'essayer de répondre à cette question qui est: faut-il muter vers la vente SaaS pour conquérir les PME? Alors pourquoi, comment, de quelle manière, dans quel but, avec quelles modifications dans le métier d'éditeur, mais aussi avec quelles modifications dans les usages des utilisateurs. Voici tous les grands axes que j'aimerais bien essayer qu'on aborde ensemble ce soir. Alors, avant de vous donner la parole et de vous présenter, je tiens à prévenir le public, si vous le désirez, à la fin de l'émission, vous pourrez sans souci poser des questions à votre tour. Alors, je vais commencer par Arnaud Tessier. Arnaud Tessier, bonsoir. Vous êtes le président d'Altervision. Votre société a développé une plateforme d'application sur un mode locatif, donc un mode ASP, vous nous en parlerez, plutôt destiné PME et TPE. Tout à fait, oui. Avec, donc cette plateforme s'appelle Modulo. Si on peut dire, en fait, vous mettez à disposition de vos utilisateurs des applications métiers sur les méthodologies, enfin, sur les axes de l'immobilier, sur les axes de la logistique, et puis un petit peu aussi sur un métier plutôt transversal qui est la gestion commerciale, c'est ça? Tout à fait. Et les clubs de sport. Et les clubs de sport, tout ce qui est commercialisation des sponsoring. En fait, la plateforme Modulo, ce sont des plateformes, c'est un nom générique à l'ensemble de nos plateformes métiers. Que l'on développe et que l'on dédie en fait à des métiers particuliers. On les monte à partir d'outils qui existent, d'outils du marché, que ce soit des outils open source ou propriétaires. On les intègre et on les pré-paramètre en fait, pour les packages, tout à fait, pour un métier particulier. Donc aujourd'hui, comme vous l'avez dit, on a 4-5 plateformes et on en a une ou deux encore qu'on lance cette année. D'accord, bon, on en reparlera je pense tout à l'heure. Frédéric Lehmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes le dirigeant de Gulliver.com. Votre société a reçu le label Jeune Entreprise Innovante. On peut aussi souligner que vous êtes soutenu à l'heure actuelle par l'ANVAR, l'Europe. Et votre société est spécialisée dans les solutions d'e-commerce. Alors, je vais dire vente en ligne, commerce électronique au sens boutique en ligne, emailing et gestion commerciale en ligne. C'est ça les grands axes? CRM, on va dire gestion de la relation client en ligne, le service après-vente. Après la vente en ligne, il faut suivre la vente et donc on a des outils qui proposent d'accompagner le cybermarchand. D'accord. Okay. François Bouquet, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le président directeur général de Piteas. Votre société fait partie des grands noms, je vais dire, de la région. Vous êtes aux portes du Truffle100 national maintenant, donc pour les éditeurs, ça fait partie c'est les 100 grands noms nationaux. Et après, on espère pour vous les 100 prochains au niveau européen. Tout à fait. Oui, tout à fait. On espère rentrer dans ce Truffle100. On vous le souhaite. Merci. Votre société éditeur d'IRP, alors pour faire plus simple encore, vous proposez des solutions de gestion de parc, d'inventaire, service desk et suivi financier? C'est ça, oui. C'est donc une solution qui est packagée, intégrée, qui permet en fait de pouvoir gérer toutes les infrastructures des entreprises, que ce soit des petites et moyennes entreprises que des moyennes et grands comptes. D'accord. Enfin, Alexandre Mermot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le plus jeune, je vais dire, du groupe, le dernier né des éditeurs. Vraiment. Et mais c'est pas une tare, loin de là, parce que c'est un métier, on a tous débuté, je vais dire, et vous êtes déjà primé, puisque vous avez été, et on vous en félicite, lauréat du concours innovation type PACA, avec votre produit MindUp. Et si on peut définir un petit peu, c'est une solution de collaboration intelligente pour tout ce qui est groupe de travail, avec un objectif particulier qui est quoi? Fluidité, garantie des collaborations et puis gain de temps. C'est les trois grands axes de C'est ça, c'est de permettre à des groupes professionnels, par exemple au sein de projets, de capitaliser sur les échanges qui se font typiquement par la messagerie pour pouvoir prendre des décisions et avancer plus vite dans les projets. Donc, gagner du temps sur les réunions, gagner du temps sur les échanges de mails, prendre des décisions plus vite et donc raccourcir les délais, tout en ayant plus d'informations à disposition pour prendre des décisions. Donc avec un fort objectif sur le décisionnel. Absolument. Okay. Pour resituer
La question, j'ai expliqué tout à l'heure, faut-il muter vers la vente SaaS? Je pense que la première chose à évoquer, c'est le SaaS. Alors quand on parle de SaaS aujourd'hui, il y a un mot, moi, qui m'est revenu en préparant cette émission, qui était l'ASP. Dans les années 2000, on parlait d'ASP, maintenant on ne parle plus de SaaS. Pour vous, alors, y a-t-il une différence entre les deux? Si oui, laquelle? Et puis quelle a été l'évolution de ce milieu pendant ces 8 années, je veux dire entre 2000 et maintenant? Frédéric? Écoute, alors, même la différence principale entre ce qu'on a appelé l'ASP, qui voulait dire application hébergée, Application Service Provider, et le SaaS, c'est que maintenant on considère plus le logiciel comme un service, c'est-à-dire comme on délivre un service, tandis que l'ASP c'était plutôt la mise en ligne sur le réseau internet ou sur un intranet d'un logiciel qui existait auparavant. Donc on avait plus la notion de logiciel auparavant, et maintenant on a plus la notion de service à part entière, c'est-à-dire on a besoin de faire une gestion commerciale, on ne parle plus de la façon dont on va le faire, de quel logiciel il y a en dessous. On parle du service en lui-même et des services qui l'accompagnent. À mon sens, c'est ça la différence, disons, la différence entre ces deux mots-là. En SAS, effectivement, je pense que le produit est vraiment développé au départ pour du web, ce qui n'était pas le cas effectivement pour de l'ASP. Avant, je vois, nous, en 2000, on a fait de l'ASP également. Et effectivement, notre application n'était pas au départ développée pure web. Donc aujourd'hui, Marguerite avec une nouvelle fleur qui vous reprenait. oui, où on avait une interface web qui nous permettait en fait de pouvoir se connecter à notre base de données, mais l'application au départ était quand même fait avec un client Windows et un client à côté web pour pouvoir se connecter dessus. Alors qu'aujourd'hui, vraiment, c'est vraiment uniquement sur du web, pur web. Et donc on accède à son service. Et, effectivement, je suis en phase complète avec ça. Pour obtenir ce que l'on souhaite faire, que ce soit de la CRM, de la compta, de la paye, etc. Donc vraiment, c'est maintenant un logiciel vraiment, je pense, qui est vraiment pensé pour se placer en mode service. Voilà. Moi, je pense que ça, entre l'ASP qui était vraiment, effectivement, je suis d'accord, simplement l'hébergement d'un logiciel, le SAS, ça élargit en fait le spectre à des services, c'est-à-dire que par exemple aujourd'hui on voit sur internet des services où fonctionnellement on a une fonction et donc un site ou une application va aller piocher un certain nombre de services et les intégrer au sein d'une même interface. Donc ça élargit plus la notion de logiciel qu'on avait avant où c'était simplement on prend un logiciel, on le met sur un site ou on le webise, enfin je ne sais pas comment on peut dire. Là, on élargit encore la chose avec l'arrivée, par exemple, des web services, du SOAP, etc. Où là, on va avoir des applications qui vont être capables d'aller chercher une info à droite, chercher une info à gauche, et dialoguer entre elles. Dialoguer entre elles et aller, comme on le voit avec Google maintenant, qui développe beaucoup d'API autour de ça, pour aller chercher des informations et les agréger en fait dans une application, dans un site. Le SOAP imaginé en 2000 et annoncé en 2000, c'est ce qu'on voit aujourd'hui réellement sous la forme de SAS, où on a un vrai assemblage de services. Voilà, c'est des briques supplémentaires qui sont fournies et qui permettent comme ça d'améliorer les services fournis aux utilisateurs et d'aller piocher comme ça dans des bibliothèques de services comme on imaginait dans les années 2000 avec le démarrage du SOAP. Voilà, exactement. Les bibliothèques. Exactement. Les bibliothèques étant quand même aujourd'hui encore assez pauvres quand même sur le SAS, bien sûr. On a déjà les services proposés, maintenant il reste à monter l'architecture de la bibliothèque pour la retrouver plus facilement. Tout à fait. Alexandre, je pense que tout ça est assez vrai et je mettrais même en avant le fait que dans ce marché il y a des modes aussi. Donc les modes elles vont un peu plus vite que les mentalités. Donc à un moment donné il y a un grand engouement pour l'ASP. Malheureusement le contexte économique fait que ça ne donne pas les résultats escomptés parce que tout n'était pas prêt. Et depuis il y a pas mal de choses qui ont évolué, les mentalités des gens, mais pas tous encore, ça c'est je pense ce qui évolue le plus lentement. On en reparlera je crois. Les infrastructures de télécommunications qui avaient des promesses en 2000 qu'elles tiennent aujourd'hui seulement en termes de débit et de disponibilité, d'accessibilité. Voilà, et en architecture de logiciel, c'est-à-dire que les briques fondamentales d'architecture de logiciel sur lesquelles on bâtit nos solutions sont prévues aujourd'hui pour être multi-applications, multi-services, et donc c'est beaucoup plus
finalement, c'est par défaut, on fait une application qui est compatible SaaS. Parce qu'on fait des applications web, on met dans un serveur d'application qui était déjà prévu pour ça. Ce n'était pas le cas en 2000 du tout. C'est vrai. Et le SOA, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on avait des standards en 2000, aujourd'hui, ils sont implémentés, il y a des librairies. Donc, finalement, on croit que quelque chose va être instantané, ça prend beaucoup de temps, mais ça arrive. Et là, il vaut mieux changer le nom pour que ça ait l'air nouveau. D'accord. On sent l'idée de. Il y a quand même une annonce changement de mode pour essayer d'oublier les difficultés rencontrées, mais la philosophie de fond derrière et les technologies ont évolué. L'objectif est toujours Et le font même. aujourd'hui qu'il y a une C'est de maturité. dire le logiciel c'était compliqué, fallait l'installer, ça marchait pas tout le temps, c'était pas toujours la dernière version. La promesse de l'ASP c'est la même que le SaaS, c'est de donner aux gens des solutions qui s'installent instantanément, qui sont extrêmement faciles à utiliser et qui sont toujours à la dernière version. Et ça, SP ou SaaS, c'est ça. D'accord. C'est quelque chose qui, oui, à peu près partagé par tous. Ouais, c'est Ouais. Oui, oui. Maintenant qu'on a un petit peu situé qu'est-ce que le SaaS, moi je vais vous poser une question qui est toute simple aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente dans vos chiffres d'affaires aujourd'hui? C'est-à-dire que le SaaS aujourd'hui, c'est quelle partie de votre chiffre d'affaires par rapport à un mode de vente licence? Avant de commencer à dire, eh ben aujourd'hui, alors je ne vais pas vous demander si en termes de pourcentage, aujourd'hui je suis à 50-50, 10, 0, 70-30 aujourd'hui. Qu'est-ce que ça représente pour vous le modèle SaaS? Quasi 90%. 90%. Notre société a été créée dans cette optique-là. D'accord. Dans l'optique de fournir des applications en mode hébergé. On a des clients qui préfèrent, pour des questions d'infrastructure, pour des questions ils ont un service informatique, ils ont des infrastructures techniques, ils préfèrent avoir quelque chose chez eux. Mais à 9 fois sur 10, c'est en mode hébergé. Donc c'est nous qui hébergeons, c'est nous qui gérons et c'est nous qui fournissons l'application ou les services aux clients. D'accord. Moi, c'est à peu près 80% de mon chiffre d'affaires de logiciels. On parle bien De logiciels, 80%. Ouais, 80%. Le reste étant des serveurs dédiés, c'est-à-dire qu'on détache l'ensemble logiciel pour le mettre sur un serveur dédié pour un client. Pour le Donc rassurer. là, on commence à être vraiment dans la nuance. Ouais, on est dans la nuance. Hein. On est un peu D'accord. dans la nuance, c'est un peu. Bon. Mais c'est nous qui maintenons la machine sur Internet, donc bon, est-ce que c'est du SaaS, pas du SaaS? D'accord. C'est du SaaS. Dans leur tête, C'est du SaaS intermédiaire. C'est du SaaS intermédiaire pour les rassurer plutôt. D'accord. Voilà. Pour vous? Très peu, voire même 0%. Ouais. Mais aujourd'hui, on est en pleine réflexion pour, effectivement, on se pose des questions de se dire, est-ce qu'on va vers le SaaS aujourd'hui? Est-ce que c'est générateur en fait de chiffre d'affaires et de marge? Donc on est en pleine mutation, on se pose beaucoup de questions pour se dire effectivement, est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? D'accord. Pour nous, ça fait la majorité des affaires et à peu près la moitié du chiffre d'affaires. Ça veut dire que les affaires ne sont pas en SaaS, comme c'est le cas d'ailleurs, si j'ai bien compris, pour Frédéric, sont plus Donc grosses. 80% de SaaS. Voilà, c'est les Par gros contre, 50% de chiffre clients d'affaires. ont plus tendance à ne pas faire du SaaS, alors que les petits clients préfèrent faire du SaaS, pour des raisons qui se comprennent d'ailleurs assez bien. Ok, bah on va revenir justement, puisque c'est le fond de la question, vous allez nous expliquer pourquoi aujourd'hui. Vous l'avez déjà sous-entendu dans vos réponses, mais qu'est-ce qu'il en est, de manière générique, d'une comparaison, si on pouvait faire, entre un outil SaaS et le même outil logiciel? Qu'est-ce qui peut vous faire dire demain, cette solution, je pars pour du SaaS ou je pars pour du client en poste? Alors, il y en a pour qui ça va être évident puisque vous avez conçu l'application de cette manière-là. Maintenant, peut-être pour vous, qui êtes d'abord un éditeur, puisque vous êtes le plus ancien historiquement, vous avez aujourd'hui, c'est une quinzaine d'années d'expérience. 15 ans, oui, tout à fait. Voilà. Donc, sur 15 années d'expérience, qu'est-ce qui vous fait le tilt de dire, ou pourquoi vos clients, quels sont les critères qui font que les clients vont venir demander, moi je veux plutôt du SaaS, ou moi je veux plutôt de la licence? Simplicité d'installation, puisqu'effectivement, par rapport à ce que vous disiez, on s'aperçoit que des applications, ça peut être très lourd à installer. Il faut avoir toute l'infrastructure derrière qui suivent. Donc la plupart du temps, du moins aujourd'hui, on a quelques clients qui commencent à nous poser la question, est-ce qu'on peut héberger en fait notre solution? Et également pour les professionnels de l'informatique, donc les sociétés de services, les infogérants, qui également ont besoin de ce type d'application pour leurs clients. Donc aujourd'hui, on a vraiment de la demande, ce qui n'était pas le cas il y a 2 ans. C'est vraiment très récent, quoi. Donc effectivement, on voit qu'il y a une demande, il y a une simplicité d'installation,
L'infrastructure est complètement transparente pour l'utilisateur. Maintenant, je dirais, on se pose des questions, quid par rapport aux données, puisque malgré tout, les clients, eux aussi, doivent faire un changement de mentalité en se disant mes données ne sont plus chez moi, mais elles sont hébergées. Donc, comment sécuriser le client, comment lui expliquer que ces données sont vraiment cloisonnées par rapport aux données d'autres clients. Voilà, ça c'est un petit peu les questions qu'on se pose, mais en tout cas, on sent que c'est plus un phénomène de mode, mais que la demande est quand même là. On a effectivement une mutation, enfin moi je le vois, la société, on a 4 ans d'existence. Au début, il fallait vraiment évangéliser quand on allait voir, nous on est dédié PME, donc on allait voir des structures de 50 jusqu'à 500, on va dire grand maximum 1000 personnes au départ. Et c'est vrai qu'au début, il fallait vraiment évangéliser sur l'ASP à l'époque. Ça n'avait pas été encore inventé. Il fallait vraiment évangéliser. Et depuis, on va dire 1 an, 2 ans grand maximum, ça devient presque un automatisme. On a gardé encore la question de dire est-ce que vous voulez chez vous ou prendre une version hébergée. Et finalement, maintenant la question ne se pose quasiment plus. C'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire que par défaut c'est hébergé et éventuellement l'exception c'est j'aimerais bien l'installer chez moi. C'est-à-dire que l'option est devenue automatique, mais par contre ce qui était automatique maintenant c'est le en plus, quoi. C'est le service supplémentaire. Voilà, exactement. Mais si je peux me permettre, vous êtes sur des clients de type public ou privé? Privé. Privé essentiellement. Privé, on fait très peu de public. Parce que nous, on s'est aperçu quand on a un peu posé des questions auprès de nos clients que le secteur privé est plus prêt aujourd'hui à aller vers ce type de solution, alors que le public est le secteur public est assez réticent pour voir ses données notamment partagées du moins sur un serveur délocalisé, et donc ont plus de mal à déjà adopter le modèle. Et après, par rapport au modèle économique, à pouvoir derrière dire comment est-ce que je fais un appel d'offres. Alors si je fais un appel d'offres, si je dois payer tous les mois, 100 € par-ci, par-là. Comment ça se passe, quoi. C'est pour ça que j'ai pas de réponse aujourd'hui, surtout par rapport au secteur public. Peut-être après, je sais pas, sur le modèle économique, c'est vrai que c'est ça qui va faire la différence. C'est vrai que l'ASP ou le SaaS est associé au modèle économique locatif. Donc c'est vrai qu'un organisme public qui a prévu un appel d'offres pour un investissement, là il ne peut plus passer par de l'investissement parce que c'est de la location. Et donc des fois ça les embête, Donc on travaille très peu avec le public. Très peu, d'accord. Nous, c'est pour ça qu'on se pose beaucoup de questions, parce que 50% de notre chiffre d'affaires est fait par le public aujourd'hui. Donc c'est vrai que c'est un frein. Mais les mentalités changent, je pense que ça évolue aussi. Est-ce qu'il en va de même par rapport à vos activités aujourd'hui? Public, je ne sais pas si ça public, j'en fais plus à vos métiers. Alors c'est vrai que le commerce électronique dans le public, il y en a peu. Mais c'est une question, moi je ne suis pas expert. Il y en a peu, mais il commence à y en avoir. Il y en a commencé à y en avoir, il y en a quand même. C'est vrai qu'il y a eu une réticence, on a vu cette évolution, effectivement. Mais nous, on a des clients publics. Alors c'est vrai que c'est sur des services périphériques qui ne sont pas vitaux pour l'organisme. D'accord. Et les impôts, ils vendent très cher un reçu sur un site de e-commerce. Oui, c'est vrai. Ils vendent, mais oui, ils ont fait d'ailleurs. C'est quoi, c'est l'impôt d'ailleurs? Non, c'est ça, tout simplement. Donc ils le font, ils s'adaptent. C'est vrai que les montants sont peut-être pas considérables, pas du même niveau. Je ne sais pas dans d'autres domaines, mais je vois quand même qu'ils ont pas mal d'applications. C'est-à-dire parfois il n'y a pas d'équivalent non plus, parce que quand on a dit que c'est des applications de type logiciel, c'est un logiciel qu'on installe. On est encore dans la logique ASP. Mais quand on voit qu'on agrège des services avec leurs données, tout simplement aller voir des appels d'offres qui sont dans toute la France, il y a le logiciel qu'on prend en ASP, donc comme en service plutôt, et il y a les données dedans des appels d'offres qui sont fournis avec. Donc il y a ce mix des deux fait qu'il est difficile de trouver un équivalent en mode logiciel pur. Moi, ça me fait soulever une question, c'est est-ce que l'activité, ou en tout cas le modèle SaaS, c'est lié à des métiers et indirectement à des applications, à des logiciels, ou est-ce que c'est quelque chose qui peut, quelle que soit l'activité, quel que soit le métier, on peut trouver?
pour vous aujourd'hui? Quel que Il y a- soit. Quel que soit. Maintenant, il y a des architectures qui permettent de faire tourner n'importe quoi à distance et donc d'héberger. Il n'y a pas de Quel que limitation soit. particulière. On Et peut il y a même une faire cohérence tourner sur Il y a des l'usage produits où c'est systématique. plus ou moins logique Voilà. et nécessaire même de l'utiliser en SaaS ou non. C'est-à-dire que aujourd'hui, vous dites, on est techniquement capable de fournir, alors quelle que soit la structure, quel que soit l'objectif, une techno, enfin une méthodologie qui va le rendre locatif, un logiciel en mode locatif. Maintenant, c'est quoi ce que vous disiez en termes d'usage? C'est pas forcément C'est qu'il y dans a tous des- les cas? Par exemple, les outils qui sont fortement communicants Oui. ont plus d'intérêt à être en SaaS parce que en SaaS, on va savoir que tout le monde peut les accéder. C'est-à-dire tous les utilisateurs où qu'ils soient, même s'ils sont extérieurs à la société. Moi, je parle pour Mobilité, nous, ouais. c'est du collaboratif. Parfois, c'est des projets multipartenaires avec des gens qui utilisent leur messagerie chacun sur leur serveur, leur système. Partout dans le monde, oui. Et le SaaS garantit, je dirais de facto, implicitement, que tout le monde va pouvoir accéder au service de la même façon. Donc ça a une valeur ajoutée supplémentaire par rapport à un outil mono-utilisateur qui serait utilisé en SaaS simplement. Donc, d'ailleurs, je pense que ce qu'on voit dans les chiffres du SaaS, c'est que la plus grande part pour l'instant est prise par tout ce qui est outils collaboratifs ou outils qui impliquent de la collaboration, comme les CRM par exemple, qui sont une La grosse part aussi. mobilité, ouais. Où c'est des équipes de commerciaux qui travaillent avec des clients ensemble sur une plateforme. Ça dépend de la topologie de l'entreprise également. C'est-à-dire que si c'est des entreprises, par exemple tout ce qui est ce qu'on appelle extranet, intranet, donc ça implique des gens à l'extérieur comme pour le collaboratif, là ça devient Le intéressant. e-commerce, bien Le sûr. e-commerce, évidemment. Tout ce qui est la mobilité, donc les gens qui travaillent de plus en plus soit à l'extérieur, soit qui travaillent en groupe de travail ou qui impactent qui interviennent sur un projet ou sur des données particulières, ça devient évident de travailler dans ce mode-là. C'est tout un peu tous les logiciels et toutes les applications. Moi, je vois pas beaucoup, j'ai pas en tête beaucoup d'applications qui ne demandent pas d'échange entre deux utilisateurs. Bon, il y a peut-être une comptabilité, encore on échange avec un comptable, donc je vois pas beaucoup de cas où on n'utiliserait pas, on n'aurait pas besoin d'échanger avec soit d'autres personnes, soit une base de données centrale avec des données. Je vois Il y a pas. peut-être Donc, encore les OS. il y a les systèmes OS. d'exploitation Il y a qui les restent OS. encore, Collaboratif, ça même devient une Quoi qu'il y en a composante normale. qui nous ont dit qu'on allait remplacer quasiment l'OS par un navigateur. Hein. Mhm. C'est arrivé. Le problème, c'est qu'il faut un OS pour faire tourner la C'est vrai, voilà, et c'est peut-être le seul qui reste. Bon, il nous en reste encore un. Il reste Il y a encore un. le modèle à licence Voilà. est encore garanti. Et voilà, ça c'est peut-être les valeurs sûres. Ok. Mais sinon, je vois pas, non, peut-être que je me trompe, mais peut-être dans un sous-marin nucléaire, je sais pas. Oui. D'accord. Donc on garde en tête en termes d'avantages et d'inconvénients les problématiques de mobilité comme Oui. facteur. Échange et mobilité. Échange et Échange, mobilité, c'est communication, vraiment un facteur clé. Les problématiques de disponibilité, on l'a évoqué. Sécurité. Alors disponibilité, sécurité et confidentialité qui sont des choses assez proches. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est par rapport à vos métiers et par rapport à vos réflexions? Comment vous concevez, comment vous mettez en place, qu'est-ce que vous arrivez à faire pour garantir cette confidentialité, cette sécurité et cette disponibilité à vos utilisateurs, puisque ces trois fers de lance qui vous permettent de travailler. Si on enlève un des trois, dites-moi si je me trompe, mais il me semble difficile de faire du SaaS sans sécurité, sans confidentialité. C'est une garantie. De faire ça sera l'échec. de l'informatique, hein, de manière générale. Non. surtout, Alors, je l'entends dans le sens où l'application distance. On a Oui. quand même. Alors, c'est à vous de me dire, mais je pense que là, est-ce qu'on ne fait pas muter la relation entre l'éditeur et le client par rapport à un mode licence classique? Est-ce qu'on sera le client est-il plus proche ou non? Moi, je pense que oui, je pense que le client est plus proche. Par rapport à la disponibilité, là je pense que c'est plus du côté matériel. Je pense qu'il faut avoir la structure, l'infrastructure d'ailleurs qui suit pour pouvoir toujours avoir des lignes redondantes, des serveurs redondants, du clustering, etc. Donc ça, je pense que techniquement, on pouvait déjà le faire aussi en interne, hein, donc ça c'est sûr. Je pense qu'il faut aussi assurer un débit, puisqu'il faut toujours que l'application effectivement soit disponible et avec des niveaux de performance importants. Donc là aussi c'est pareil, je pense qu'il doit y avoir des tests à réaliser pour que ce puisse être toujours aussi performant. Donc je pense qu'il y a
pas trop de soucis de ce côté, comme on l'a dit aujourd'hui, avec les moyens que l'on a aujourd'hui, Oui, voilà, la ce qui est arrivé- technologie avancée, je pense qu'on est capable de le faire sans problème. Disons qu'il y a deux briques faibles dans le mode SaaS, c'est la partie hébergement et puis la partie réseau. Et on a vu depuis, disons, 3-4 Pour ans, définir hébergement, ça comprend hébergement, ça comprend l'hébergement des données les données, les machines et le matériel. et les sauvegardes. D'accord. Ok. Et la reprise sur panne. D'accord. D'accord. Et le deuxième axe, C'est le réseau. le réseau, c'est-à-dire Le- on entend du point où on point, distribue le service jusque chez le client, Voilà, c'est ça. Voilà. jusque chez le client. Jusque l'utilisateur. Voilà. D'accord. Donc ça, c'était auparavant, bon, c'était montable pas par chaque entreprise. Simplement aujourd'hui, c'est devenu des briques standards carrément d'une offre à des coûts qui sont quasiment imbattables, c'est-à-dire l'hébergement dans des centres sécurisés avec climatisation, avec redondance, ça coûte presque rien et c'est assuré par des gens qui en font des spécialistes. des spécialistes Ouais. qui font que c'est devenu. Ils font du SaaS d'ailleurs, non Ils font pas de. Presque. Oui, Ils s'occupent de l'infrastructure. Enfin, ils On s'occupent de héberge l'infrastructure, le métier. ils le Blanche, quoi. mutualisent, Data center. ils mutualisent Voilà. cette compétence et ils le font assez bien, il faut dire ce qu'il y a, et sans doute mieux que si chaque entreprise le faisait. Donc ça a développé la partie, ça a rassuré les clients sur cette D'accord. partie-là. Et Ils ont deuxièmement, joué le réseau, un rôle essentiel dans les mutations dont on a parlé Ouais. pour arriver du Essentiel, bien sûr. l'ASP qui n'était pas encore bien au SaaS. L'arrivée du player hébergeur dans le jeu a joué un rôle important. essentiel. Et deuxièmement, le réseau, je me rappelle il y a quelques années, 5 ou 6 ans, on parlait d'achat de lignes à débit garanti, etc. etc. Aujourd'hui, on prend une ligne ADSL classique commune. On n'a pas besoin de demander une garantie de débit à son fournisseur de télécom. Il est quasiment suffisant pour faire pas mal de choses déjà. Donc ça aussi, ça s'est banalisé, c'est fiable. Donc ces deux composants-là qui étaient quand même importants dans la disponibilité, qu'on disait, et sur la sécurité, la disponibilité et la confidentialité des données, c'est un peu banalisé. Je sais pas. La confidentialité des données, c'est Oui. pas Alors, encore non, quelque chose non, qui est. non, sur le transfert des données. Sur le Sur transfert le des données. transfert, Sur le d'accord. transfert de Sur son données, stockage. sur les Le centres de cryptage, données, les centres de données. Bon, effectivement, après, reste le dernier bastion. Est-ce que mes données qui sont chez mon hébergeur ou chez mon prestataire SAS sont vraiment confidentielles? Voilà. C'est peut-être le seul point d'interrogation. Aujourd'hui, c'est un point difficile à passer par rapport à vos clients. Pas spécialement, non. Enfin, pour les C'est clients, il y a une confiance qu'il faut installer avec le client. Après, il y a tout l'aspect contractuel, juridique, etc. qui rentre en ligne de compte. Donc ça, en tant que fournisseur d'applications hébergées, SaaS, etc., il faut vraiment que ce soit relativement carré. Après, sur toute la chaîne de valeur, effectivement, on voit apparaître comme ça, comme tu disais, on voit apparaître des fournisseurs de serveurs, on commence à avoir des fournisseurs de serveurs virtuels, de virtualisation, etc. Où à chaque fois, chaque élément de la chaîne de valeur de l'hébergement jusqu'à la fourniture du service, il y a des acteurs qui viennent se positionner à chaque niveau. C'est vrai que nous, il y a quelques années, on était obligé d'intégrer du serveur presque. Il y avait quand même des data centers qui mutualisaient un certain nombre de choses. On était obligé d'avoir nos serveurs presque. Maintenant, on trouve des serveurs sur Internet à très peu cher, quoi. Donc on a un coût et un niveau de qualité de service qui est relativement important. Donc pour revenir un petit peu à la question initiale, ça fait aussi partie des questions. L'investissement matériel, on voit entre guillemets disparaître, Complètement. même du coût de la location, enfin presque, si je puis dire, il devient minime par rapport au service apporté au final. Oui, mais pour parler de la sécurité et de la confidentialité, c'est vrai que sur des clients avec qui on peut, on a disons une humanité suffisante pour établir une relation de confiance, ça peut passer. Après, il y a des clients où simplement il y a des politiques de blocages, sécurité bien sûr. qui d'ailleurs, c'est pas à nous de juger si elles sont bonnes ou mauvaises, moi je n'ai pas d'avis là-dessus. Elles interdisent purement et simplement de mettre les données à l'extérieur des murs. Tout à fait. Et ça se comprend, ça s'explique aussi d'un point de vue sécurité, quoi. Après, Ça aujourd'hui, s'explique, je ne sais pas si ça doit s'expliquer quand même. Mais moi je ne donc, cherche c'est pas à ce qu'on constate, l'expliquer, c'est pas mon... C'est qu'on se constate. Il y a des aspects aussi bien techniques que politiques là-dedans, de toute façon. Et en tout Et cas, ça, ce sont des c'est paliers un fait, infranchissables et c'est pas à aujourd'hui nous de la- modifier les politiques de C'est des l'entreprise. freins pour nous. Non, je pense que c'est des Donc, il paliers y a des des fois- mentalités
Des mentalités qui vont évoluer, je pense. Peut-être pas sur certaines applications l'espère. très sensibles, mais pour la plupart, je pense que ça va évoluer. En tout cas, nous, C'est probable, mais aujourd'hui, on ne va pas attendre qu'ils évoluent, donc on s'adapte. Oui, voilà. Quand le Ouais. client nous dit, nous, notre politique ne nous permet pas de mettre Voilà. le logiciel sur vos perdu. serveurs, mettez en moi, local. je peux pas m'évertuer à expliquer Bien que sûr. c'est sécurisé, qu'on garantit contractuellement Bien la confidentialité, etc. Ce serait peine perdue. C'est une politique corporate. Il n'y a pas de raison que Ça change pour, tel pour grand notre Voilà, application. ça va modifie changer sa pour une politique pour moi. Donc moi, Tout à tout ce que je peux dire, c'est simplement, il n'y a pas de problème. Notre architecture logicielle est capable de s'adapter. On peut l'installer dans Voilà. votre environnement. En local. Donc c'est là où on voit le basculement C'est le entre basculement, ouais. le 80% de votre activité SaaS et ce 20% là, c'est ce que vous Exactement. décriviez Oui, c'est ça. du mode licence. Il y a plusieurs. En fait, ce qui se passe, c'est que les grands comptes, ils vont utiliser le SaaS, et ça, c'est très bien pour nous, facilement pour tester. Comment c'est Donc, au lieu d'avoir tout un process qui peut être très long, ne serait-ce que pour tester, on va avoir un process beaucoup plus court pour tester, pour faire les pilotes. Mais après, on va dire, il faut que ce soit à l'intérieur pour des raisons de politique de sécurité, mais aussi parfois pour des raisons d'intégration avec le reste de l'infrastructure IT. C'est-à-dire que les gens n'ont pas forcément envie de rentrer leur mot de passe dans toutes leurs applications. Les standards d'identification sur Les Internet ne SSO, sont pas hein. encore matures. Par contre, en interne, on a de quoi. Donc, on peut intégrer l'outil. On peut intégrer aussi notre produit MindUp avec la plateforme collaborative SharePoint qui existe chez le client. C'est légitime de vouloir faire ça. Et donc, c'est aussi des bénéfices qu'on peut avoir qu'on n'a pas en SaaS pour l'instant. D'accord. Typiquement par rapport à ce cas de figure-là, je vais vous utiliser tous les deux, pardon pour les autres, mais par rapport à vos métiers, puisque vous dites j'ai des clients sous le même produit, j'ai des clients qui le réhébergent entre guillemets, ou des clients qui le mutualisent. Quel est le croisement? C'est-à-dire quels sont et combien sont-ils et pourquoi certains partent de l'ASP pour dire eh ben, au final on va réintégrer la solution, et est-ce qu'il y en a pareil dans l'autre sens qui disent nous on veut du SaaS, puis au final ils disent non on va revenir au mode licence. Est-ce que vous avez ces cas de figure-là de croisement de modèles sur la base du même produit? Des gens qui passent d'un mode à l'autre, vous voulez dire? En fait, comme je vous disais, pour tester. Ils vont passer du SaaS pour tester à l'interne pour la prod. D'accord. Hein? Donc dans ce sens-là, L'inverse est plus rare. C'est-à-dire que nous, l'éditeur a plutôt avantage, à part le business model, où ça on peut y revenir, sans parler du business model, d'un point de vue purement technique, l'éditeur a plutôt avantage à ce que ce soit en SaaS. Parce qu'une fois qu'on a les infrastructures, qu'on a le niveau de service, etc., c'est mutualisé pour tous les clients, ça évite d'aller sur place, installer quelque chose, même si on le facture en installation, nous on préfère quand même facturer moins et que ce soit géré par nous-mêmes. garder les que ce équipes soit- sur un monosite que est ça quand même marche plus tout le évident. temps, Voilà. que ce ne soit nous qui ayons la main sur le serveur, il y aura un uptime parfait, alors que peut-être qu'on va avoir des appels de support pour des choses qui auraient pu être gérées différemment. Alors, on Pour parle la de maintenance, SaaS c'est beaucoup plus facile aussi. Quand il y a une nouvelle version, tout le monde est mis à jour par nous sans avoir besoin, automatiquement. mais on retombe sur un modèle de licence classique. Maintenant, est-ce que vous avez des gens qui sont allés, donc qui ont fait ce test ou pas, mais qui sont en mode licence et qui sont revenus au SaaS? Aujourd'hui, non, on n'a pas Non. d'exemple. Aujourd'hui, bon, disons que souvent quand même, moi j'ai trouvé que ceux qui partaient en mode licence, c'était pour une question de politique, de psychologie, de pouvoir, je suis propriétaire, des choses comme ça. Et puis, ce que j'ai vu quand même, c'est que après, en étant propriétaire, ils sont aperçus qu'ils en étaient responsables quelque part, donc qu'ils devaient en assurer aussi la maintenance ou la surveillance de la maintenance. Et disons que lorsqu'ils recommandent des choses nouvelles, ils sont beaucoup moins exigeants sur la façon de contractualiser. Disons qu'ils mettent un peu de l'eau dans leur vin là-dessus. Ils s'aperçoivent que c'est quand même un peu pour des raisons un petit peu psychologiques. Est-ce qu'ils retrouvent les mêmes choses qui les avaient poussés au début à partir vers le SaaS? En tant que professionnel de ça, je pense qu'ils ont moins en ayant quelque chose en licence qu'en ayant quelque chose en SaaS. C'est-à-dire que le service est moins bon quand ils sont en mode isolé ou chez eux ou même sur un serveur isolé. Ils ont moins que ceux qui sont même en mutualisé ou sur un service SaaS global. Ils ont moins. Donc, ils s'en aperçoivent au bout d'un certain temps, ils s'aperçoivent que cette politique de renfermement sur des choses à eux diminue quelque part la prestation. On leur dit souvent c'est pas à jour, il faut le mettre un peu plus à jour, il faut, etc., etc. Ils ont moins de services, là c'est leur firewall block, etc., etc. Donc ils s'en aperçoivent après et dans les nouvelles commandes en tout cas, parce qu'ils ne reviennent pas en arrière, c'est vrai, les nouvelles commandes, par exemple les nouveaux sites de e-commerce, et là ils sont
ça rentre plus dans la. On n'en parle plus. On n'en parle plus. C'est quelque chose On qui n'en est parle admis. plus. D'accord. Voilà, je vois ça comme ça. Moi. D'accord. Donc, Il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, c'est du métier d'éditeur SaaS. Est-ce qu'il y a vraiment une différence entre l'éditeur de produits à licence vendus au poste, au serveur, après on a plein de variations, mais est-ce qu'il y a une différence entre ces éditeurs de logiciels qu'on va acheter en boîte et l'éditeur qui crée des logiciels as service, dans le terme de SaaS, donc consommables, louables, etc. Pour ma part, oui, je pense que effectivement, c'est deux choses complètement différentes. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous, on se pose la question, est-ce qu'on mute un petit peu vers ce modèle-là ou pas? Parce qu'effectivement, comme on l'a dit, l'approche n'est pas la même, on est vraiment dans un mode de service, la tarification n'est pas la même, donc on a l'habitude normalement de faire des licences en tant que bon éditeur traditionnel, entre guillemets, mais effectivement, on connaît bien ce modèle, mais beaucoup moins l'autre modèle, effectivement. Donc aujourd'hui, pour nous, c'est une des réflexions, effectivement, puisque changer son modèle économique, c'est pas neutre dans une entreprise, et il ne faut pas se tromper. Il y a un vrai challenge de trésorerie en particulier, puisque oui. les gens payaient très cher dès le départ. Au départ, avant, et là ils vont payer petit à petit, tous les mois, ou tous les trimestres. Déjà commencer par le SaaS, c'est pas évident, mais passer de l'un à l'autre, c'est encore plus difficile de ce point de vue-là. Nous, on est intégrateur SaaS, donc en fait, on n'est pas éditeur de logiciels, on intègre des applications diverses, donc on a moins ce problème. Mais je pense que quand on est éditeur ou fournisseur d'applications, par rapport à un éditeur classique, moi j'ai travaillé chez des éditeurs auparavant, et c'est vrai qu'il y a des fonctions qui sont un peu différentes. On intègre par exemple des fonctions système, réseau, sécurité, qu'on n'intègre pas forcément chez un éditeur pour gérer une infrastructure ou des serveurs ou des applicatifs. Il y a certains fournisseurs aujourd'hui qui fournissent des hébergements où on peut outsourcer de la gestion d'applications, même SaaS, il y en a qui le font. Mais généralement, il y a des compétences complémentaires à avoir en interne et on pense une application SaaS plutôt que de la transposer directement. Tout à fait. Nous, on réfléchit aujourd'hui de se dire effectivement, est-ce qu'il faut qu'on réécrive la totalité de notre application pour la mettre conforme à ce nouveau système économique ou une adaptation, mais auquel cas l'adaptation ne sera jamais vraiment parfaite, et redévelopper une application, c'est vrai que ça coûte cher aujourd'hui au sein d'une entreprise. Il y a beaucoup de questions à se poser. Oui. Ouais, moi j'étais chez HP où on vendait des logiciels, tout simplement, et maintenant je suis éditeur pour mon compte. Je pense que c'est complètement différent, effectivement. Complètement différent. Je ne pense pas que ce soit les mêmes technologies. Alors après, il y a Internet, pas Internet. C'est peut-être autre chose. En parlant d'Internet comme délivrant, comme réseau, comme vecteur, je pense que ce n'est pas les mêmes technologies. Même s'il y a on peut parler de Java, de PHP, qui sont quand même... C'est pas la même chose, quoi. Les programmeurs de l'un et de l'autre ne sont pas interchangeables. Donc ça, il faut changer de technologie quelque part pour être plus réactif. Les équipes de programmation ne sont pas les mêmes. Ne sont pas les mêmes en termes de réactivité. On va penser production, mise en ligne, tandis que peut-être les process de mise en production de logiciels sont différents. Il y a la partie tarification qui est toujours négligée. J'ai toujours vu sur les éditeurs qui essayent de passer en mode SAS, c'est-à-dire toute la partie comment je vais facturer. Alors je peux facturer par mois, mais je peux facturer du consommable aussi, comme on parle par exemple, vous prenez eBay qui est un éditeur logiciel, ils font du logiciel. Pourtant, on voit simplement les boutiques, mais ils font du logiciel, ils vendent des petits morceaux par 1 euro par 1 euro. C'est complètement différent. Il faut repenser la façon dont on fait son logiciel complètement. Il faut imaginer différemment la façon dont on va faire son logiciel, comment on va le facturer, comment on va encaisser, comment on va recouvrer, etc. Donc, je pense, je n'ai pas d'exemple, j'ai cherché tout à l'heure, je n'ai pas d'exemple d'éditeur de logiciel qui est réussi, qu'on connaisse, qui ait réussi le passage de l'un vers l'autre. Je n'ai pas... Microsoft, je ne crois pas. Non, ils ne se lancent pas pour l'instant. On parlait de Salesforce tout à l'heure, qui sont natifs depuis le départ.
SAP, a priori, est en SAP réflexion. a fait des versions en mode SAS, je ne sais pas s'ils réussissent. Je ne sais pas s'ils réussissent. Des gens comme Cégide aussi qui travaillent. Cégide, ils ont racheté les boîtes qui le Voilà. faisaient, Ouais. mais ils ne l'ont pas fait eux-mêmes. C'est Donc, intéressant quand même. je comme ne sais pas. démarche de Je ne dire, sais pas. Voilà, je ne sais pas si c'est possible parce qu'effectivement, c'est beaucoup de bouleversements c'est beaucoup de choses à changer. Ouais. À voir. Il ne faut pas désespérer, c'est Non, quitter. non, non, Ça reste quand même dépendant des métiers et puis c'est pas Oui, parce ça- qu'à l'heure actuelle non plus on n'a Non, pas par contre, de- ce qui Mais il change va y pas, en c'est le avoir, cœur du il y en métier. avait pas, mais il va y en Ce qui avoir. change pas, c'est le cœur du métier. Ce qui est important, c'est de garder sa Son compétence axe. métier qui va permettre d'appliquer notre technologie, je pense. Tout à fait. On a évoqué à un moment la relation client. Quelle est-elle? On parle de relation client avec quelqu'un qui va vous acheter une boîte. Et comment ça se passe par rapport à la hotline? Puisque c'est plus le symbole qu'on a aujourd'hui du SaaS avec sa relation client, le hotliner qui va venir répondre, débugger. Alors dans les deux modèles aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe dans la relation client? Elle est en même temps plus proche et plus éloignée. Oui. C'est-à-dire qu'elle est peut-être plus proche dans Réactivité. la fréquence. Oui. Enfin, c'est-à-dire qu'on n'est pas au contact seulement au moment de la vente et au moment des supports ou des mises à jour. On est en contact en permanence, en fait, d'une certaine manière. C'est-à-dire que le client, on peut lui véhiculer. Il y a moins de tampons d'un service On peut informatique communiquer interne, avec le c'est ça? client n'importe quand. Ouais. Puisque dans le logiciel, on peut lui faire passer des informations ou au login. On est toujours avec lui. D'ailleurs, c'est un avantage qu'on n'a pas évoqué pour l'éditeur, c'est aussi le problème du piratage est résolu par le SaaS. Quoi. Moi, je ferme le Ça, robinet c'est sûr. et voilà. Donc ça, c'est un élément très important. Mais en tout cas, la relation est donc plus proche parce qu'elle est permanente, mais en même temps, elle est plus éloignée. Ça permet de toucher des clients qui peuvent être n'importe où sur la planète sans avoir forcément un réseau de distribution très complexe. Ça n'empêche pas de faire de l'indirect, le SaaS, mais ça permet d'alléger énormément le réseau de logistique. D'accord. Puisque normalement, le SaaS nécessite très peu de services. Donc on n'a pas besoin d'aller former les gens, les partenaires à faire du service vraiment sur le logiciel, mais plutôt à faire du service autour et de la valeur ajoutée autour sur... Ça dépend Ce pas qu'ils font du avec le logiciel logiciel. que vous vendez? C'est pas une... Est-ce En que SaaS, c'est une normalement, on est spécificité du obligé logiciel ou pas? d'avoir un logiciel qui est plug and play en SaaS. Même pas plug d'ailleurs, qui est play. Oui, qui plaît. Mais est-ce que pour autant Et ça log veut and dire play. Et qui plaît. Log and play. voilà, est-ce que pour autant ça veut dire pas besoin de formation, pas besoin d'information de l'utilisateur? Un CRM sans formation, C'est pas évident. Ça, je pense- demande voilà. à voir, hein, je Mais demande je à voir, pense qu'on mais y la va, on y va. hein. formation, On y va, c'est la formation se prochaine fait en- étape du SaaS, à D'accord. mon avis, c'est zéro formation. C'est Zéro l'idéal, formation. en tout cas. La formation Zéro se fait en formation. SaaS aussi. En plus. Voilà, elle se oui. fait par des vidéos, en par télé, téléphone, ou bien télé, par les maintenant, partenaires qui savent utiliser. On n'a pas besoin de former les partenaires à la technique, savoir installer, configurer le logiciel. On a juste besoin qu'ils sachent s'en servir pour le promulguer. Si c'est des partenaires au Canada, par exemple, j'ai pas besoin de les former à l'architecture de logiciel, à toutes les versions, Ça, etc. on est d'accord. Il faut juste Mais qu'ils sachent s'en servir. il y a- sur l'utilisation, Sur l'utilisation, l'utilisation, alors oui. sur l'utilisation quand même, Mais le moins possible. Hein. ils sont. Moi, je vends le Ça, moins c'est en de formation possible. Zéro formation, c'est l'objectif à mon avis du SaaS. Il y a quand même des choses qui aident, c'est que quand je prends Internet, il y a maintenant des ergonomies qui deviennent standards. C'est-à-dire que je fais des sites de e-commerce, on ne peut pas inventer l'ergonomie d'un site de e-commerce comme ça, et les gens sont habitués à faire certaines choses, donc je forme personne à utiliser un site de commerce électronique. Personne ne se forme, c'est auto-formable. hein. Il y a zéro formation. En tout cas, ça pas doit pour le être faire, un- mais pour l'utiliser. Il y a une acceptance, Pour il y a une l'utiliser, Pour référence l'utiliser, de il y a par ça doit l'utiliser, être un et il y a une- objectif. et il y a Pour nous, une- c'est un et il y a une objectif. il ergonomie n'y a qui pas est du standard. conseil qui Non, mais pourrait... sur les clients qui regardent le site de commerce électronique, oui, j'ai pas d'accord. d'action. Pourtant, le plus grand nombre d'utilisateurs sont les clients sur les clients finaux, finaux. quoi. Les Donc, je suis acheteurs. obligé d'avoir un logiciel qui va être utilisable avec zéro formation. Alors après, pour configurer, on n'en est pas encore à zéro formation, mais il y a des standards d'ergonomie qui arrivent, qui sont imposés par Google, par les webmails, par des applications de réseau, etc., qui font que quand on va faire une interface, déjà, on se conforme obligatoirement, et même les programmeurs se conforment, disons, intuitivement à ces ergonomies-là, et donc le temps de formation derrière est d'autant diminué. C'est là où je disais qu'il faut peut-être refondre, enfin je vois pour notre cas l'application, parce que nous on a aujourd'hui des logiciels très structurants. Donc je ne peux pas imaginer aujourd'hui du moins un modèle où sur des logiciels très structurants ne pas apporter du service à l'utilisateur. Parce que nous, par exemple, quand on met notre application dans un centre d'appel,
Aujourd'hui, si on leur laissait l'application en leur disant ben, allez-y, même si elle est effectivement bien conçue, avec une belle ergonomie, à chaque fois ils vont nous demander du conseil, est-ce que je dois mettre un niveau 1, niveau 2, un niveau 3, comment je bascule les appels, comment je transfère ça à un autre intervenant. Et là aujourd'hui, même si je pense qu'on avait la plus belle application, la plus simple possible, enfin, du moins pour nous, aujourd'hui, je ne vois pas comment on pourrait on n'y est pas encore. du service de la formation. On n'y est pas encore. Il y a la formation, mais formation, elle a beaucoup diminué. On relève aussi des métiers différents. Oui, là, oui, on bien est sur sûr. un métier consommateur. Là, vous êtes sur un métier où vous avez un intermédiaire qui va travailler, qui va servir d'outil pour Exactement, pour l'utilisateur proposer un final. autre service. Oui, mais derrière. attention quand même. Il n'y a jamais eu autant de personnes qui utilisent de l'informatique que depuis qu'il y a Internet et c'est des logiciels quand même. Hein. Bien sûr. C'est à travers des logiciels. Donc on a une culture de logiciels qui augmente, bien sûr. et donc je veux dire, moi j'ai vu des logiciels de gestion même qui étaient en Java, qui étaient en mode web. Où les gens disaient mais c'est quoi c'est ancêtre, hein, je veux dire. Pourtant c'était super bien développé, etc. C'était en mode web, mais ça ne correspondait pas aux standards des utilisateurs qui utilisent Internet en permanence, quoi. Donc l'ergonomie on a été obligé de se fondamental dans voilà. ces produits-là. Il y a des références maintenant qui sont incontournables quelque part. Hein. Par contre, il faut quand même de la formation. Enfin, moi, on travaille sur des outils, par exemple, de CRM, de gestion Oui, de projet, de gestion de base de connaissances, etc. On est obligé de former les gens parce qu'il y a un outil, il y a une philosophie, enfin, il y a quelque chose derrière à montrer. Je pense que vous, C'est ça, le même on principe. est exactement dans ce Pareil, il faut dans former ce les gens d'une domaine-là. manière ou d'une autre à utiliser l'outil, les bonnes pratiques, etc. Donc, obligatoirement, il y a de la formation. Moi, ce que je vais proposer, c'est dans la salle, est-ce que les gens ont des questions par rapport à ce qu'on a évoqué? Est-ce qu'il y a des choses, des points qu'on aurait pu oublier de présenter un petit peu? On a des gens. Si, bien sûr. Allez, on vous écoute. Oui, on me présente ce soir le président de Microsoft, qui est venu à Paris. Et donc, moi je me pose la question par rapport justement aux éditeurs logiciels, PME du éditeur logiciel. Est-ce que ce modèle va permettre de donner un avantage significatif aux petits éditeurs par rapport aux grands qui sont peut-être qui ont une certaine lourdeur à évoluer vers pour ceux qui nous écoutons sur le web, je vais répéter la question. Donc c'est Gérard Bouven qui nous parle au nom d'André Jeannereau, le président de Microsoft. Donc la question, si je reformule bien, c'est est-ce que ce modèle économique est un modèle de dynamisation des petits éditeurs logiciels pour obtenir plus rapidement et de manière plus importante des parts de marché par rapport aux grands déjà en place ou par rapport à leur marché en règle générale? Non, ça change. Moi, je pense que ça ne change pas grand-chose. Ça ne change pas. Non. Je pense que alors si je veux être cohérent avec ce que j'ai dit tout à l'heure, je pense que si vous êtes une PME qui est éditeur logiciel en mode traditionnel, c'est foutu parce que le passage en mode SAS va être un changement de culture qu'une PME ne pourra pas assumer. Par contre, si vous êtes en phase de création, voilà. Par contre, si vous êtes une PME, vous avez toutes les chances d'aller contre un gros, puisque lui n'arrivera pas non plus à évoluer facilement. Il le fera peut-être, il le réussira peut-être, mais il y a une chance qu'il ne fasse pas aussi bien que vous, puisque vous êtes nativement SAS. Donc selon vous, aujourd'hui, c'est je veux être éditeur, je crée un produit, je lance un produit, c'est en SAS. C'est là où sauf si c'est un domaine applicatif nouveau, il n'y en a pas beaucoup quand même, hein, mais on a tout intérêt commercialement à le faire pour être un véritable différenciateur par rapport aux éditeurs établis. Hein. Je suis d'accord, c'est vrai. Moi, je crois que c'est le cas s'il y a de l'innovation. C'est-à-dire qu'un petit éditeur qui a une innovation, il pourra la diffuser d'une manière fabuleuse en SaaS, alors que ce sera beaucoup plus long. En fait, le seul moyen d'avoir, si on a une innovation quand on est un petit éditeur, c'est plutôt de vendre sa technologie à un gros éditeur qui lui va pouvoir le diffuser, alors qu'en SaaS, c'est possible de la diffuser en direct. Très vite. Enfin, en direct ou en direct, mais avec moins de... Il faut quand même adresser... C'est un choix de mode de diffusion, de modèle économique en fait. C'est-à-dire qu'il y a des éditeurs qui même récents, enfin, moi j'en connais, qui sont créés il n'y a pas longtemps, qui ont développé des produits non SaaS et qui, même sur le plan international, qui fonctionnent très bien. Dans quel domaine d'activité par exemple? Par exemple, j'en connais un dans la région qui fait de la thèse de performance de sites. Oui, mais il le fait en mode SaaS.
pas. C'est une notice, non Ouais, Ouais. il distribue Mais pas par que- Internet. il distribue pas- c'est Il pas- distribue par Internet, mais il fait- achète par Internet, mais ça c'est utilisé. Enfin, c'est lui qui fait les tests de charge à travers Internet. hein. Non. Non Non. Et il y en a. Ça Enfin, existe c'est un choix comme on choisit de développer pour Mac, pour PC, ou qu'on choisit de développer sur tel langage, tel Vous avez un langage. petit peu moins ce problème, si je puis dire, dans le mode SaaS par rapport aux plateformes. Ah oui, non, mais c'est un choix après. La portabilité, c'est un élément qu'on a pas Ça dépend abordé, du qui est marché. très important. Ça dépend du marché auquel on veut cibler. Je pense qu'on choisit SaaS ou pas SaaS, suivant les Oui, demandes. mais- Je pense que vous vous posez la question parce que vous avez des clients qui commencent à vous poser C'est la ça, question. des clients et Mais également des jusqu'ici, sociétés de non. services. Donc voilà. Oui, on faisait un peu d'ASP, comme je disais Voilà. tout à l'heure, donc c'était pas tout à fait le même modèle, effectivement, c'est pas pareil. Mais par rapport au modèle de SaaS, je pense pas non plus qu'en créant en étant une PME, en créant, je dirais, une société qui va s'orienter sur du SAS plutôt que du logiciel traditionnel, va vendre 2 fois plus. Je pense qu'il y a quand même un processus de vente qui doit être là, qui doit être présent. Sinon, demain, ça serait vraiment facile de dire, voilà, je crée ma société et elle est SAS et ça va rouler tout seul et puis il n'y a plus qu'à Non, regarder il et à reste un manger. métier de- Non, non, Il reste quand même disons qu'il y a des- le il y a métier des- du ne monde fait pas le- de la relation. ne fait pas la vente ni effectivement. la non, magie de non, l'entreprise. c'est dommage. Évidemment. Il y a encore les canaux de C'est distribution. dommage, mais effectivement. Il y a Et encore bon, les canaux c'est de parce qu'on se met distribution, sur Internet que ça y est, c'est fait. Non, c'est sûr. Ouais, non, c'est sûr. Ok. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir répondu présent, Merci à vous. d'avoir répondu si ouvertement à toutes ces questions. Par rapport à l'objectif qui était fixé, je pense qu'il y a encore beaucoup de points qu'on n'a pas pu aborder pendant cette émission. Donc j'espère qu'on vous retrouvera sur la Cité du Logiciel pour venir en parler et répondre aux questions des différents interlocuteurs. Je vous remercie tout le monde d'avoir assisté à l'émission et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine émission. Merci. 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 Merci.